On parle tellement à sa place. Alors c'est vrai qu'il s'exprime pas. Maintenant, en même temps, avec l'histoire de Stockholm, je suis tout à fait conscient que c'est normal qu'il ne s'exprime pas. Donc effectivement, quand les gens se taisent, ça laisse la place ouverte à toutes les supputations. Je suis pas certain que Deschamps les sanctionner. Je pense que il doit être au courant que Mbappé ne va pas bien. Et quand je dis qu'il va pas bien, je pense que c'est pas sur le plan physique, parce que moi je vois les matchs du Real, et je peux pas dire que je trouve qu'il ait perdu son sens de l'accélération, les rares ballons où il peut accélérer. Je pense surtout que psychologiquement il est complètement à l'envers, et que voilà, c'est la conséquence de plein de choses, de la fin de son aventure avec le PSG, de cet euro raté, de cette arrivée dans un club compliqué qu'est le Real, qui en plus, au-delà du cas Mbappé, est en grande difficulté à tous les niveaux. L'histoire de Stockholm. Maintenant, voilà, les gens ils vont te dire l'inverse, que non. Bah, ok. Bah, les gens ont tendance à aller dans ton sens en ce qui concerne sa santé mentale. On parle de boissons, on parle de soirées où il boit trop. Il y a plein de rumeurs. Alors, j'aime pas donner du crédit aux rumeurs qu'on peut Mais lire en et France, entendre on sur les sait qu'il réseaux va pas sociaux. bien. Tout le monde sait qu'il n'était pas heureux à Paris. Il l'a prolongé, il voulait pas. L'année dernière, il y a eu des pressions et tout, ça a été super compliqué, et moi je le comprends. Moi, je vais te dire, honnêtement, il me fait de la peine. Il a 25 ans, il n'a pas le permis parce que, bon, visiblement, il ne veut pas qu'il l'ait. Il il n'arrive pas à rester seul, ça c'est un autre truc. Il a quasiment pas de potes. Son entourage, c'est même pas lui qui en décide. Je vais te dire, il sait même pas combien il gagne. Il sait rien. Tu crois que le mec, il est heureux? Tu trouves pas que c'est glauque? Excuse-moi, je vais en parler vulgairement. Il peut faire ce qu'il veut, c'est Kylian Mbappé. Il a l'argent, il a tout ce que tu veux. L'argent, ça veut pas dire non plus qu'on est heureux, attention. Mais je veux dire, il a Non. les possibilités d'avoir la vie qu'il veut. Il veut être un champion, il veut tout gagner, etc. Le mec, là, il a des jours off. Son truc, c'est d'aller avec des mecs qu'il connaît ni d'elle. La santé mentale dans le football, c'est quelque chose, hein. C'est vraiment quelque chose. Quand mentalement, ça ne va pas, le reste, ça ne va pas. Quand j'ai vu un peu le story Instagram un peu de Kylian Mbappé là, là où il partageait un peu, là où il partageait un peu les photos là où il est à Kimi et tout en train de jouer à la PlayStation, comment il est venu les rejoindre. Comme il est revenu les rejoindre un peu à Paris un peu pour se libérer un peu la tête et tout. Je dis vraiment, c'est pas les meilleurs moments de sa carrière qu'il est en train de vivre. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu le lot de quotidien un peu de tout le monde dans la vie et tous les grands sont passés par là. C'est vrai que lui, dès le début, il n'avait pas encore eu de creux. Kylian Mbappé n'avait pas eu de creux dans sa carrière. Il n'en avait pas eu. Parce que quand tu regardes depuis l'âge de 17 ans, ça carbure, ça carbure, ça carbure, ça carbure, ça carbure avec Monaco. Sa première saison professionnelle, il est littéralement champion de France. Il finit en demi-finale de Ligue des Champions. Sa deuxième ou troisième saison professionnelle, il est champion de France et il est champion du monde. Euh, quatrième saison professionnelle, il carbure les champions de France, il carbure parfois en Ligue des Champions. Bon, c'est vrai qu'il y a ce match contre Manchester, c'est un peu truc. Sa cinquième saison, il finit champion de France et il est en finale de la Ligue des Champions. Les performances en Ligue des Champions sont parfois géniales. Le match contre le Barça, les matchs contre le Bayern. Le match contre le Real, il y a énormément de trucs. Après cette Coupe du Monde qui le fait encore passer dans une autre dimension, il fait une Coupe du Monde exceptionnelle et il marque un triplé en finale, ce qui n'est pas arrivé depuis 1966 avec Geoffrey Hurst, ce qui fait de lui le meilleur buteur des Coupes du Monde, des finales de Coupe du Monde avec Pelé. Euh, Bref, il y a eu tellement, tellement de choses qui se sont passées dans la vie du gars là. Et j'en oublie les sollicitations médiatiques, les sollicitations des sponsors, des publicités. Et tu ajoutes encore, je pense que ça, j'ai jamais vu en France un gars, un joueur de foot qui a eu autant de pouvoir que Kylian Mbappé si tôt. Le mec n'a même pas encore 25 ans. C'est-à-dire qu'il était déjà patrimoine culturel français.
Le mec a le numéro de Macron, du président Macron. Vous voulez. Le mec a le numéro de ce gars. C'est-à-dire que quand il doit partir du PSG au Real Madrid la première fois, c'est déjà un problème, mais Macron fait tout pour le rester. Je me rappelle même à l'époque, j'avais dit, pour moi, je pensais que Kylian Mbappé n'allait jamais quitter le PSG tant que Macron était là, parce que le gars était un peu patrimoine culturel français. Je disais que j'ai jamais vu ce qu'on fait. C'était du jamais vu. Il faut dire aussi que le personnage montrait aussi une certaine forme de maturité qui était assez surprenant pour son âge. On lui a donné même le capitanat aussi. D'ailleurs, on a donné tous les pleins pouvoirs à ce gamin-là. J'avoue que j'en fais partie, hein, parce que j'ai vu énormément de choses un peu chez le personnage qui est assez grand. Mais c'est lui qui fait même virer Noël Le Graët avec son tweet. Donc j'ai énormément de choses comme ça qui m'ont fait dire que là, je pense que nous, on a un peu oublié que c'est juste un jeune homme, hein. C'est juste un jeune homme de 26 ans et la pression commence à se faire sentir. Et je pense aussi que l'entourage et je pense aussi la maman. Écoute, voilà, moi je vais te créer de la valeur ajoutée. Je lui dis, mais on fait 50-50. Et elle me dit, jamais de la vie, je te donne pas 50%, ça va pas quoi. Et il me dit, c'est moi je marque, comment ça tu veux me prendre de ça? Je dis, oui, mais toi tu marques, mais ok, toi t'es très fort, mais nous, tes équipes, on valorise ce que tu fais, donc nous aussi on est très fort. L'entreprise Kylian Mbappé, c'est une quinzaine de salariés. Tout repose sur les performances et l'image du joueur. Sa communication est extrêmement contrôlée, surveillée de près par son avocate, qui était d'ailleurs présente le jour de notre interview. La mère de Kylian travaille au succès des affaires de son fils, mais pas sans contrepartie. Tous les deux ont passé un pacte. J'ai dit à Kylian, écoute, je veux bien travailler 23 heures sur 24 pour toi. Et moi, la seule chose qui me plaît, c'est IBKM. Voilà. L'association. Ouais. Et donc, je lui avais dit, écoute, voilà, moi, je vais te créer de la valeur ajoutée. Je lui dis, mais on fait 50-50. Et il veut pas. Il me dit, jamais je te donne 50%. Et puis, on est descendu à 30. Je lui dis, moi, en dessous de 30, je me retire, je fais pas, je vais comme tout le monde, je vais aux Maldives, je vais en vacances, mais je travaille pas pour toi. Et 30%, il a accepté. À moyen long terme, il devra me donner ça, ouais. 30% des bénéfices générés par ces sociétés seront reversés à l'association à l'avenir. Aujourd'hui, elle est essentiellement financée directement par le joueur. Ses sponsors y contribuent également. L'association, ça coûte combien? Des millions d'euros. Combien de millions d'euros? Je peux pas. C'est pas que c'est pas indécent, non, c'est beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques parfois sur les salaires astronomiques des footballeurs. Est-ce que justement l'association, c'est une façon de reverser une partie de ce salaire à des œuvres sociales? Non, il n'y a pas de culpabilité. Le nouveau contrat de Kylian, où on a beaucoup parlé, où on a beaucoup... mais j'ai pas honte, j'ai pas de mal. Et que si on avait pu prendre 10 milliards, on les aurait pris. Parce que le système veut ça et le milieu veut ça. J'ai pas de culpabilité à prendre. Par contre, que vous gagnez... Enfin, moi, à l'époque, à Bondy, j'étais fonctionnaire, salaire moyen. Bah, je donnais à mon niveau. Donc, chacun donne à son niveau. Voilà. Et puis, certains diront, oh, bah, c'est pas assez, oh, bah, c'est normal avec ce qu'ils gagnent. Ouais, bon, on laisse passer parce que les mêmes personnes qui critiquent, je suis pas sûr qu'eux-mêmes donnent, donc... Et est-ce que vous comprenez les critiques qui pourraient venir à dire que c'est une façon de défiscaliser? Il y a un plafond dans la défiscalisation. Il me semble qu'il y a un plafond, je peux pas tout déduire. Mais le fait de défiscaliser, tu donnes plus, tout simplement. Et ça, c'est aussi une vérité. Mais tu donnes déjà. Voilà. La maman a fait beaucoup plus de mal à Mbappé que du bien. C'est-à-dire que depuis que la maman gère ses affaires, le mec est tellement devenu un produit marketing que ça ne va plus, quoi. Le mec est devenu un produit marketing que l'intérêt footballistique n'est plus là. Alors que quand le papa était là, tout était sur le football. On va me dire encore que j'adore me répéter, mais j'aime bien répéter ça. Regardez Mbappé,
les premières années, quand c'était le papa qui était beaucoup plus... c'est le papa qui parlait même beaucoup plus aux médias. Rappelez-vous, c'était le papa qu'on voyait faire les interviews, c'était le papa et tout était centré sur le football à cette époque-là. Mais dès le divorce de ses parents, je pense aussi que ça a joué beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi sur la psychologie de Kylian Mbappé. Je pense aussi que le divorce est un divorce qui est venu au moment où les intérêts financiers du gamin a commencé à grandir et qui a sûrement eu une lutte entre le papa et la maman de Kylian pour savoir qui allait gérer ses affaires vraiment. Et c'est devenu un peu une guerre familiale un peu entre les deux. Je fais des supputations, hein, mais je pense que ça arrivait là. Et c'est ça qui a mené un peu le divorce un peu entre ces deux personnes. Et ça peut paraître pour des supputations un peu complètement connes, complètement un truc, mais si vous connaissez un peu, vous m'avez remarqué sur ces chaînes-là et mon côté un peu éclectique de m'intéresser à beaucoup de choses, euh, je peux faire un peu la comparaison un peu avec la situation qu'a vécu Macaulay Culkin une fois. Vous vous rappelez de cet acteur-là, ce jeune acteur qui était très prometteur, qui avait un succès de fou avec la série de films là, Home Alone, et Maman, j'ai raté l'avion. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Le succès de fou qu'il avait eu et comment ça avait créé une sorte de divorce de fou entre ses parents, son père et sa mère qui se disputaient sa fortune parce que c'était ses parents à un moment donné, je pense son père qui gérait un peu sa carrière, qui lui a même volé de l'argent. Et après, Macaulay Culkin avait porté plainte à ses parents en 95. C'était devenu horrible, ça l'a détruit pendant de longues, longues années cette histoire-là avant qu'il ne revienne vraiment humainement solide. Et quand je regarde l'histoire de Kylian Mbappé et ses parents, je me dis, sûrement c'est ce que l'enfant est en train de vivre là. Parce que ça, c'est clairement, on est dans le même chemin. On est clairement dans le même chemin. Mais bon, peut-être je ne fais que des supputations ridicules. Mais bon, quand mon intuition me dit quelque chose, je me dis, ah, ça ressemble beaucoup à quelque chose que j'ai vu. Et les mêmes causes créent les mêmes conséquences généralement. Kylian, sûrement après le parti de sa mère. Parce que bon, quand les enfants et leur maman, les garçons et leur maman, c'est toujours comme ça. On part toujours le parti de maman. Et maintenant, Mbappé, il est devenu plus un produit marketing. Il est devenu beaucoup plus un produit marketing. Et ça est en train de le peser parce que à la base, c'est quelqu'un qui est juste un gamin qui aime juste le football, qui est juste un vrai passionné de ballon, un vrai passionné de ballon. C'est ça même qui me plaisait même beaucoup avec lui. C'est que il faisait partie, il fait toujours partie de ces joueurs de football que quand tu regardes les interviews, c'est toujours les interviews sur le foot. Rappelez-vous un peu ces fabuleuses vidéos de 1 heure là. Je sais pas, c'est Prime Sport là où il décortique un peu comment il a évolué au fil des ans par rapport à son jeu et tout. Et ça, c'est ce que j'aime voir chez un footballeur qui parle de sa passion, un footballeur qui parle de son jeu. Là, avec tout ce qui lui arrive et la partie creuse de sa carrière, c'est la première fois que ça arrive dans sa vie. Je pense que il doit complètement tout couper avec même les réseaux sociaux, tout couper même avec même aussi même de demander à sa mère de réduire un peu tout ce qui est sponsor, tout ce qui est truc et revenir à la base de son métier. Peut-être ramener un peu son père dans le centre de sa vie en termes de football. Et peut-être aussi rappeler Thierry Henry un peu comme mentor. Bon, Thierry Henry a un de ses mentors, ils discutent beaucoup ensemble. Ils discutent beaucoup ensemble. Lui qui est en train de jouer le poste de 9 là en ce moment. Et que le poste de 9 n'arrive pas vraiment à entrer dans ce jeu. Quoi de plus de venir s'avancer avec Thierry Henry, prendre ce période comment on appelle ça, cette période de trêve internationale où tu n'es pas sélectionné, de partir un peu bosser un peu avec Thierry Henry. Ou Thierry Henry peut t'expliquer un peu comment lui, il a travaillé son jeu, lui expliquer un peu même là où il joue mal, comme il l'a fait un peu à CBS là. Et Thierry Henry est un très bon exemple pour lui, pour la simple et bonne raison que Thierry Henry, au début de sa carrière, n'a pas joué avant-centre. Il jouait sur le côté. C'était soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche. Et ses premiers mois à Arsenal étaient compliqués parce que on lui a fait jouer un poste de 9. Ça faisait
il n'avait plus joué en neuf depuis les minimes. Il a dû complètement réapprendre ce poste-là. Regardez les vidéos de Ian Wright, regardez les vidéos d'Alan Shearer, regardez, il explique ça. Je ne sais plus c'était dans quelle interview ou quel documentaire qui est même disponible sur le site d'Arsenal, comment il a dû réapprendre encore le foot. They always think that I arrived and I started to score goals and everything was nice. The boss was more than nice with me. The fans were more, as always, amazing with me. Overmars starting to go through the gears and picking out Henry! I did forget that I had it. Because that's me all day long. The way I was playing at Arsenal, that's exactly the same way I was playing as a youngster. I forgot about goals. My mind wasn't set on goals. Because when you play as a winger, you're kind of like, you know, you have to assist the game, you know, you have to work and help the left back. So you're kind of like, oh, that's not my job to score. So you lose that killer instinct that I had when I was young. So that's why I had to relearn how if I can say, how to kill. Réapprendre encore le foot là. Et Henry est très bien placé pour lui expliquer un peu comment a été sa phase de transition quand il est quitté de joueur de côté et de joueur neuf. Parce que les premières années d'Henry, quand il est à Monaco, et même quand il passe à la Juve, il est sur le côté. Il n'est pas encore avant-centre. Et comment ils font un travail spécifique à deux. Parti voir Ancelotti et discuter un peu comment Inzaghi, peut-être chercher peut-être le numéro d'Inzaghi pour savoir un peu comment on appréhende ce poste-là. Comment on appréhende ce poste-là, puisque là maintenant il doit complètement repenser sa façon de jouer, repenser sa manière de jouer et commencer à voir quel type de déplacement il doit avoir quand il joue en numéro 9, parce que numéro 9, c'est très compliqué, hein. Marquer des buts, je vous dis, on a beaucoup négligé ce sport-là au fil des années. Le football moderne a beaucoup négligé les numéros 9. On voit maintenant comment c'est tout un art de jouer dans ce poste-là. Et parler avec les plus grands attaquants de l'histoire. Tu as Ancelotti qui a connu Inzaghi. Tu lui demandes, j'ai un peu envie de parler un peu à Inzaghi. Qu'est-ce que lui, il a les trucs, qu'est-ce qu'il peut voir un peu dans mon style de jeu, parler à des Drogba que tu connais, parler à tous ces gens, tous ces numéros 9 là. Tu discutes avec tous ces gars là. Et tu discutes tes jeux et tu réapprends ton métier comme à la base, comme au début. C'est vrai que ça a l'air plus facile à dire, ça a l'air plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un peu un point de départ un peu pour qu'il puisse reprendre un peu le goût à son métier et le goût à apprendre de son métier. Parce que je pense qu'un peu qu'il arrivait à un moment donné, il s'était dit dans sa tête qu'il n'a plus rien à apprendre, alors qu'on a toujours à apprendre. Et je pense que c'est par là où il pourra s'en sortir. C'est par là où il pourra s'en sortir. Tant qu'il est sous la coupe de sa mère, tant qu'il est dans cet engrenage-là, ça pourra pas changer. En tout cas, c'est tout le mal que je le souhaite. Je pense que c'est juste un très mauvais moment de sa carrière à passer. J'espère aussi que dans sa vie active un peu, ça pourra un peu s'améliorer parce que j'ai l'impression que le personnage s'est enfermé dans une bulle où il comprend plus. Il est tellement dans une bulle que le gars est un peu déconnecté un peu du réel qui est autour de lui puisqu'il est vu plus comme un produit marketing qu'un être humain. C'est un peu triste, un peu ce qu'on raconte là. Vous avez me dit triste alors qu'il a des millions. Je dis souvent, j'aime bien les millions de Mbappé, mais je ne pense pas que je veux la célébrité et l'exposition médiatique qu'il a. Je ne crache pas sur les millions qu'il a, mais je pense pas être très envieux des gars qui ont des grandes expositions médiatiques comme ça. Tu n'as pas de vie, en fait. Tu n'as pas de vie. Et c'est tout le mal que je peux lui souhaiter. En tout cas, ça arrive à tous les grands joueurs. Benzema a fait toute une saison au Real. Il a fait des saisons au Real où des saisons il jouait mal, des saisons il jouait bien. La presse lui avait dit Esta muerte. On a vu ce que ça a donné après. Il y a eu des moments où Michel Platini s'est fait huer par le Parc des Princes parce qu'on le trouvait nul. Ça arrive à tous les grands, hein, tous les grands ont eu le pain noir, hein, vous voyez, tous les grands joueurs ont le pain noir, hein, même Pelé a mangé, hein. Tout le monde a mangé. Même Pelé, il a mangé.
Mais ici, en équipe nationale, vous vous rappelez ce qu'on disait sur le gars. Tout le monde a mangé. Donc, ça peut être comme un mauvais moment à passer. À lui de se ressaisir et de trouver cette quiétude psychologique et cette insouciance qui lui permettait vraiment de pratiquer son métier à grande échelle. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.